Mes chers compatriotes, bonjour. Bandeko, batata ba mama bandeko, mbote na bino. Batata ba mama, mbote na beno. Écoutez, ça fait quand même plus de 2 semaines. Nous étions absents. On n'a pas pu répondre à notre chronique hebdomadaire que nous avons inaugurée grâce à la, voilà, à la disponibilité de notre frère Jean-Louis qui a mis à notre disposition, en tout cas, sa plateforme pour que nous puissions parler au peuple congolais, parler à notre peuple, un peu partout dans la diaspora. Donc, je reviens aujourd'hui, le 18 mars 2025, pour vous parler, mes chers compatriotes, pour apporter ma part de vérité, mes chers compatriotes, pour apporter ma sensibilité de patriote, parce que, comme vous le savez, notre pays va très très mal et on ne peut rester indifférent. Mais par contre, la date d'aujourd'hui, nous sommes le 18 mars 2025. Donc, ça va faire aujourd'hui 48 ans, c'est-à-dire en prenant comme référence le 18 mars 1977, que le Congo a connu une tragédie. Pas seulement la date du 18 mars, mais le mois de mars est dans la conscience collective des Congolais, dans l'inconscient des Congolais, des jeunes que nous étions avant, à cette date-là, en 77, l'adolescent ou les adolescents que nous étions, cette date du 18 mars marque un tournant pour notre pays. Et d'où ma pensée du jour de ce jour. Ma pensée du jour de ce jour. C'est laquelle? Je convoque François Mitterrand, l'ancien chef de l'État français. Il disait ceci lors de son dernier message aux Français à la fin de son deuxième mandat. Il est arrivé vers la fin de son allocution en disant ceci: de là où je serai, parce qu'il se savait condamné. Il souffrait d'une pathologie. Il disait, là où je serai, je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Je pense que cette citation du président François Mitterrand est plus que d'actualité. Et j'en profite pour essayer comme ça de m'approprier cette citation pour m'adresser à ceux qui sont partis. Moi aussi, je crois aux forces des esprits. Je pense que vous ne nous avez pas quittés, surtout le président Marien Ngouabi, le président Massamba Deba, le cardinal Émile Biaïnda, le capitaine Kimwala Kaya. En tout cas, les 4 figures les plus qui ont impacté cette tragédie du 4 mars. Et bien entendu, tous ceux qui sont passés au petit matin sans qu'ils ne sachent, et bien entendu, ceux qui ont été condamnés lors du procès Marien Ngouabi, dont on sait aujourd'hui avec le recul qu'il y a des vérités qui nous ont été cachées. Donc, en croyant à ces forces, à la force de ces esprits, aux forces de ces esprits, j'espère que cette chronique de ce jour ira droit. Eux, ils pourront intercéder ceux qui sont partis, ceux que je viens de citer et d'autres, de ce que mon pays, notre pays vit. Une difficulté énorme. Notre pays vit une souffrance énorme. Notre pays vit, comme disent les politiques, une crise multidimensionnelle, une crise multisectorielle que nous allons essayer de démontrer au cours de cette chronique. Et j'en viens à la deuxième pensée du jour. Parce que ce que je viens de décrire en réalité, il y a des gens aujourd'hui qui sont aux affaires, qui sont au pouvoir, notamment le PCT, c'est-à-dire le parti du commandant Marien Ngouabi. Et ces gens se sont dit à un moment être des dignes continuateurs de l'œuvre du commandant Marien Ngouabi.
On reviendra sur le commandant Marianne tout à l'heure. Mais la deuxième pensée que je voudrais, comment dirais-je, lister, citer, c'est pour convoquer leur conscience. Et je me suis rendu compte que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ceux qui ont les leviers du pouvoir aujourd'hui, ceux qui se sont autoproclamés les dignes continuateurs de l'œuvre de l'immortel ou du commandant Mariam Wabi, sont devenus aveugles. Sont aveugles au regard de la situation politique nationale, internationale, sous-régionale. Mais comme ils sont aveugles, ils sont en train de diriger ce pays. Ils ont pris en otage ce pays et ils le dirigent comme des véritables aveugles. Nous voudrons leur dire ceci. Quand tu danses avec un aveugle, il faut marcher sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste de danse. Hélas, cette danse est une danse machiavélique sur notre patrimoine commun qui est le Congo-Brazzaville. Et comme ils sont aveugles, nous avons pris l'engagement et nous allons prendre l'engagement de manière formelle d'ici là de piétiner leurs pieds pour qu'ils sentent que cette danse macabre, machiavélique, ténébreuse sur notre patrimoine commun qu'est le Congo-Brazzaville, ils ne seront plus seuls. Voilà, mes chers compatriotes, ce que je voulais dire en préambule de cette chronique sur cette date douloureuse de notre histoire politique, qu'est le Congo-Brazzaville. Alors, un sujet de ce jour, les assassinats, sinon les disparus de mars 1977. En fait, ces assassinats marquent, je pense, l'acte inaugural d'une tragédie au Congo-Brazzaville. On ne se rend pas compte que 48 ans après, ce qui s'est passé en mars 1977 continue à impacter notre vie politique, continue à impacter notre vivre ensemble et continue à impacter en réalité l'avenir de notre pays. Mes chers compatriotes, souvenons-nous de ce qui a précédé, de la période qui a précédé l'assassinat du commandant Mariam Wabi. Un 13 mars 1977, devant les femmes de l'URFC, le président Mariam Wabi disait ceci. Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu dois te lever et le laver avec ton sang. Je reprends. Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu dois te lever et le laver avec ton sang. Une posture christique. C'est le Christ qui parle, qui sait sa fin venir, qui, toute proportion gardée avec le Christ. Hein. Je ne veux pas, bien entendu, bien entendu brusquer, sinon poser un acte de blasphème ou blasphématoire. Non, nullement. Je voulais faire juste une espèce de transposition. Lorsqu'il prononce cette phrase qui est restée historique, Mariam Wabi se sait certainement ses derniers jours sur cette terre venir. Mais il ne fouille pas ses responsabilités. Il pense qu'en lavant son sang, il peut ramener une paix durable dans son pays et il nous demande de nous lever. Hélas. Le PCC jadis qui était un parti de masse, c'est-à-dire qu'après l'assassinat de Mariam Wabi, 48 ans après, le PCT jadis qui était un parti de masse, c'est un parti d'avant-garde, est devenu un parti d'oligarques, passez-moi le terme, voleur, et de tribalistes. Voilà le PCT aujourd'hui. Le PCT
jadis un parti avant-gardiste, panafricaniste. Parce que beaucoup de Congolais des jeunes générations ne savent pas. Le Congo de Mariam Ngouabi a abrité tous les mouvements de libération nationale, que ce soit le MPLA en Angola, la SWAPO en Namibie, le Frelimo au Mozambique, l'ANC, tous les mouvements de libération avaient pour base arrière, en tout cas une partie de la base arrière, au Congo-Brazzaville. Et ce PCT-là de Mariam Ngouabi, qui était un parti avant-gardiste, je le disais tantôt, est aujourd'hui devenu presque un pays vassal. Et l'actualité nous rattrape avec ce qui se passe avec le Rwanda, l'accord que nous avons signé avec le Rwanda, qui a transformé le Congo en pays vassal de la politique expansionniste, belliqueuse et prédatrice de Paul Kagame, qui nous a mis quasiment en co-belligérance aujourd'hui avec la RDC, un pays frère qui est agressé à l'Est par le régime de Paul Kagame. Là n'est pas notre sujet du jour, mais je voulais faire actualiser en fait le fait que hier, à partir d'avant-garde, pas d'Africains, progressistes, aujourd'hui, le Congo, le PCT qui est au pouvoir, donc de Denis Sassou Nguesso, est devenu en fait de PCT un parti vassal des forces de destruction quasiment de l'Afrique ou de la sous-région. Mes chers compatriotes, ce 18 mars, il y a peut-être 40 ans de cela, parce que avant que je quitte Brazzaville, le Congo-Brazzaville, le 18 mars était véritablement une date historique que nous commémorions dans le souvenir du commandant Mariam Ngouabi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis presque 27 ans, on va dire, puis non, 30 ans, le 18 mars passe comme une lettre à la poste. Parce que le PCT actuel, parce que les gouvernants actuels, parce que ceux qui se sont autoproclamés dignes continuateurs de l'œuvre de Mariam Ngouabi veulent faire oublier le nom de Mariam Ngouabi, veulent faire oublier aux jeunes générations l'œuvre de Mariam Ngouabi. Qui était cet homme? Et aujourd'hui, toute honte bue, le PCT a attendu en fait la présence du Premier ministre cubain, M. Manuel, le camarade Manuel Moreno Cruz, qui a presque imposé son agenda pour aller rendre hommage au mausolée Mariam Ngouabi, à ce digne fils qui a été l'ami de Fidel Castro. Et on a vu, je viens de voir sur une photo, tous les caciques oligarques du PCT, de Coliné Makosso, en passant par Denis Christel Sassou Nguesso, en passant par tous ces, passez-moi ces termes, tous ces oligarques qui ont pour insigne le PCT, mais en réalité, lorsqu'on creuse, ce sont des valets locaux de l'impérialisme que Mariam Ngouabi a combattu, que Mariam Ngouabi a payé de sa vie. Ils sont partis tout honte bu parce que l'agenda a été presque imposé par le Premier ministre cubain pour aller, soi-disant, rendre hommage au commandant Mariam Ngouabi. Beaucoup n'allaient même plus, ne savaient même plus où se trouvait le mausolée Mariam Ngouabi. Mais en même temps, je ne suis pas en train de faire une hiérarchie des commémorations. Mais je tiens à souligner, parce que c'est un fait politique, que le 10 mars, tous ces oligarques, tous ces dignitaires sont à Oyo pour aller rendre hommage à ma sœur Edith Lucie Bongo, la fille de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce de la couardise? Est-ce de la trahison? Mais c'est tout simplement des gens qui n'ont aucune colonne vertébrale. C'est tout simplement la privatisation d'un État qui était hier
un État, une république aujourd'hui est devenue presque une épicerie familiale, d'où la falsification de l'histoire de notre pays, d'où des dates qui ne sont plus du tout commémorées comme devait l'être toute date au regard de l'histoire politique tragique de notre pays. Mes chers compatriotes, pourquoi ils veulent faire oublier Mariam Gwabi? Comme a eu à le faire le professeur, mon grand frère Mariam Mandimba. Il avait créé une association, Mariam Gwabi Éthique. On lui a mené la guerre, juste avec le mot, le qualificatif d'éthique. Parce que c'est comme un miroir qu'on met devant ces oligarques qui ont trahi Mariam Gwabi, malgré sa posture christique le 18 mars. Il a accepté de mourir pour un idéal, mais cet idéal a été trahi. D'où lorsqu'on leur remet sur la table le don de Mariam Gwabi, ça ne les intéresse pas. Mariam Gwabi éthique. Pourquoi on dit éthique? Mes chers compatriotes, cet homme était un homme humble. Il a vécu dans l'humilité. J'ai vu tout à l'heure des frères et des amis, le journaliste Romy Kokilas, le sociologue Ebara Peya, et qui nous ont balancé quelques photos de la maison où a vécu le commandant Mariam Gwabi. Regardez dans quelle modestie cet homme vivait, dans quelle humilité cet homme vivait, dans quel éloignement de tout ce qui était matériel il vivait. Et d'aucuns ne savent peut-être pas, pour avoir discuté avec celui qui a été pendant pratiquement plus de la moitié de son règne, le général Golondele, qui m'expliquait que Mariam Gwabi a laissé peut-être 1 500 000 francs CFA dans un compte bancaire. 1 500 000 francs CFA. Pourquoi ils ont peur de Mariam Gwabi éthique? Parce qu'au temps de Mariam Gwabi éthique, il n'y avait pas des biens mal acquis, on n'entendait pas parler des biens mal acquis. Pourquoi ils ont peur de Mariam Gwabi éthique? Parce qu'au temps de Mariam Gwabi éthique, cet homme était proche du peuple. Cet homme, on pouvait le voir dans la rue, dans les supermarchés. Cet homme-là, on pouvait le voir dans sa voiture, en train de conduire et s'arrêter devant les étudiants au boulevard des Armées, en train comment dirais-je, d'étudier, s'arrêter et puis leur donner des conseils. Nos grands frères l'ont connu, l'ont vécu. Cet homme-là pouvait recevoir un citoyen lambda qui avait une préoccupation à lui soumettre. Voilà Mariam Gwabi éthique. Mariam Gwabi éthique, c'est celui-là même qui laissait sa femme, son épouse, aller accoucher à l'hôpital militaire. Et Mariam Gwabi éthique, c'est celui-là même qui nous a donné cette fierté d'être Congolais. Je me souviens encore, jeune élève au collège, non, je pense que je devais être encore à l'école primaire, ou au collège, je ne sais plus trop, lorsqu'on nous convoque, une fois l'agression des flecs réalisée, on nous convoque à l'hôtel de ville et Ngwabi est en train d'haranguer la foule et de quasiment chasser l'ambassadeur de France. Parce qu'à l'époque, la France était aux côtés des flecs pour déstabiliser le régime de Brazzaville. Mariam Gwabi éthique, c'est celui-là aussi qui a lutté jusqu'à son dernier souffle pour revisiter les accords avec Elf Aquitaine, avec le concours, bien entendu, de Alfred Raoul, qui était l'un des plus capés, l'un des plus outillés en la matière. Voilà, mes chers compatriotes, ce qu'on pouvait dire de Mariam Gwabi et de ce 18 mars. Mais le 18 mars, c'est bien entendu, j'en parle du mois de mars, une tragédie. On ne peut s'empêcher de parler de l'éminence cardinal Émile Biaïnda, le seul cardinal que le Congo a eu. Et celui-là même que Mariam Gwabi a reçu quelques heures avant son assassinat. Ces deux hommes ont eu un destin commun. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. Mais je convoque tout simplement
Monseigneur Kombo, lorsque le 4 mai 2004, lors des obsèques de Monseigneur Bantantou, dans son oraison funèbre, que disait Monseigneur Kombo? Il s'adressait au cardinal Émile Biaïnda. Je veux me permettre, depuis ma modeste personne, comme j'ai dit tantôt au début, que je crois aux forces des esprits. Je vais m'adresser modestement, comme le porte-parole des sans-voix, au cardinal Émile Biaïnda, à Monseigneur Kombo, en le paraphrasant. Dites à son éminence cardinal Émile Biaïnda, dites au Monseigneur Ernest Kombo, notre pays, le Congo-Brazzaville, sombre toujours sous une nébuleuse de malédiction. Après le sang du Christ, après leur sacrifice, beaucoup d'autres victimes innocentes ont suivi, sans assouvir la soif de pouvoir, sans entamer une réconciliation profonde et conséquente. Et oui, mes chers compatriotes, cette phrase prononcée lors de l'oraison funèbre de Monseigneur Bantantou en mai 2004 est plus que d'actualité. Kombo s'adressait à l'éminence cardinal Émile Biaïnda, que malgré son sacrifice, d'autres victimes. Mais Monseigneur Kombo lui-même qui est parti dans les conditions troubles, je dois lui rappeler malheureusement que dès 2009, à l'occasion des élections présidentielles, les violences ont repris dans notre pays. Le 4 mars 2012, lors de l'explosion de Pila, des violences ont repris dans notre pays avec des centaines de morts, des disparus, des biens détruits. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2012, ces victimes de Pila n'ont jamais eu gain de cause. Puis-je rappeler modestement, respectueusement à l'éminence cardinale Émile Biaïnda et à Ernest Kombo, qu'en octobre 2015, alors que les Congolais attendaient le changement, l'alternance démocratique, parce que M. Denis Sassou Nguesso avait prêté serment pour faire 2 mandats. Il a trahi sa parole d'officier d'honneur, pour perpétrer un coup d'État constitutionnel, imposer un référendum par le sang et les larmes des Congolais. Voilà, les violences ont continué en octobre 2015. Les violences ont continué en mars 2016, lors des élections présidentielles. Il y a eu encore des violences. Les Congolais qui voulaient le changement, qui ont voté pour d'autres candidats, dont Moukoko, dont Okombi, dont Parfait Kolela, n'ont pas eu de gain de cause. On leur a imposé encore Denis Sassou Nguesso. Et lorsqu'ils sont sortis de la rue pour le protester, on les a violentés. Et malheureusement, aujourd'hui, Moukoko et Okombi sont en prison. Donc, ils subissent une forme de violence pour avoir tout simplement dit à M. Denis Sassou Nguesso au PCT que un pays se construit étage par étage. Chacun vient mettre sa pierre à l'édifice pour la construction d'un État-nation. Oui, les violences ont continué de 2016 à 2019 dans le pool, après les élections de 2016. Pendant pratiquement 2 ans, 3 ans, le département de Poul a subi des violences incommensurables. Tout un département a été mis sous cloche, bombardé, les populations massacrées, soi-disant parce qu'on cherchait un homme qui serait le révérend Toumi. Mais en réalité, on sait aujourd'hui que ça a été comme une espèce de sanction à l'égard d'une population
qui avait pensé que le changement, le temps du changement était arrivé. 2021, une violence encore incommensurable. La disparition tragique d'un candidat aux élections présidentielles, au scrutin présidentiel. Guy Brice Parfait Kolela, un frère, disparu dans les conditions troubles. La violence, mes chers compatriotes, les Congolais se posent la question aujourd'hui. Est-ce que 2026 s'approche, ça sera encore un rendez-vous pour les violences dans notre pays? D'où mon intersection respectueuse auprès de son éminence, le cardinal Émile Biayenda, de tous les esprits qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde, tous les grands esprits, d'intercéder en notre faveur. Et en cela, je convoque Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro, un théologien de la libération togolais. Il est mort en exil au Togo, en Suède, chassé et traqué par le régime de Fort Gnassingbé, le fils de son père, parce que ce monsieur pense que le Togo appartient à sa famille et ce prêtre a combattu debout jusqu'à aller en exil et mourir en Suède. Qu'est-ce qu'il disait? Il est décédé, bien entendu, en 2024 en Suède. Il disait, en s'inspirant de Timothée 4.7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Est-ce que, mes chers compatriotes, l'épiscopat congolais, les abbés, les monseigneurs, les évêques congolais sont encore dans ce registre de la théologie de la libération? Est-ce qu'ils combattent le vrai combat lorsqu'on voit l'état du Congo actuellement? La réponse est non. Et en cela, autant le PCT a trahi la posture christique du commandant Marien Ngouabi, autant l'épiscopat congolais est en train de trahir la posture christique, le sacrifice de tous ceux qui sont partis bien avant, que ce soit le cardinal Biayenda ou Ernest Kombo et tous les autres, serviteurs de Dieu qui nous ont quittés. Cette transition me permet d'aborder le troisième personnage, la troisième personnalité qui fait partie des disparus de mars 1977. J'ai cité l'ancien président Alphonse Massamba Deba. 63-68, il est resté 5 ans au pouvoir et il a été assassiné en mars 1977. Massamba Deba, en quelques mots, le président Alphonse Massamba Deba. Voilà cet instituteur qui est passé d'instituteur à la présidence de l'Assemblée nationale et chef de l'État, mais en réalité un protestant, qui, pendant 5 ans, a implémenté l'intégralité morale, l'éthique, comme une norme de gouvernance. C'est ce que nous avons retenu à travers nos parents, que cet homme avait le sens de l'honneur, de la morale et de l'intégrité. C'est cet homme, chef de l'État, lorsqu'il partait en mission, il revenait. Lorsqu'il y avait un reliquat, quelque chose qui restait, il partait remettre au trésor public. Le président Massamba Deba, l'histoire retiendra que c'est le père de celui qui a réussi à ériger en 5 ans un tissu industriel à notre pays, créant des usines, construisant des infrastructures et faisant en sorte que le Congo, à l'époque de Massamba Deba, ne se posait un problème d'emploi pour les jeunes.
il ne se posait pas un problème d'électricité, il ne se posait pas un problème d'eau. Loin de là. Mais en 5 ans. Et l'actualité, l'histoire, l'actualité nous rattrape. Et l'histoire juge implacable est en train de rattraper les imposteurs du PCT aujourd'hui. Prenons le cas de la SNE. La SNE a été créée en 1900, Société nationale d'énergie. Aujourd'hui est caressée. Elle a été créée en 1967, c'est-à-dire sous Massamba Deba. On voulait s'approprier notre souveraineté. Parce qu'il y a des secteurs de souveraineté, l'électricité, l'eau, le port, ce sont des secteurs de souveraineté qu'on ne peut céder à l'étranger ou au privé. Parce que ce sont les besoins fondamentaux d'une population ou d'un peuple ou d'un citoyen. Et c'est ce que le président Massamba Deba, avec comme Premier ministre Pascal Lissouba et un peu plus tard Ambroise Doumazalaï et Bouka Babakas, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et en cela, lorsqu'on voit la manière avec laquelle ils ont détruit la SNE en faisant pratiquement une entité privée et aujourd'hui avec comment je peux appeler ça, des ingénieries financières mafieuses, enfermage et autres, en train de céder à l'étranger, à vil prix. On ne peut que crier au scandale. On ne peut que crier au fait qu'ils ont trahi l'idéal, les idéaux de ces dignes fils. Le président Massamba Deba aussi, c'est cet homme qui a démissionné. Il a démissionné lorsque, bien entendu, il est mis en minorité. Après le conflit, je n'y reviens pas. On en a parlé un peu plus sous d'autres chaînes. Il est en minorité, il a démissionné. Voilà la dimension, l'envergure d'un homme d'État qui pense à la génération future. Il n'a pas voulu s'accrocher au pouvoir. Il est parti, il a démissionné et il a cédé le pouvoir de manière pratiquement pacifique au commandant Mariam Gwabi qui viendra créer un peu plus tard le PCT. Mes chers compatriotes, l'ancien président Massamba Deba, c'est aussi cette posture christique. On ne le dit pas assez. Mariam Gwabi, posture christique. Christique. Le cardinal Biaïna, posture christique. On le prend. Je reviens encore sur le cardinal Biaïna. Lorsqu'on vient le chercher, ça c'est selon les témoignages, Badila, qui est son secrétaire, il est à côté. Ses bourreaux n'ont pas vu le cardinal Biaïna. Parce que, voilà, c'était un homme de Dieu avec une envergure spirituelle grande. Ils n'ont pas vu. Mais il a estimé que je n'ai pas à fuir. Me voici. Vous voulez me voir? Me voici. Et on l'a emmené comme à Golgotha pour le faire assassiner. Posture christique. Il savait qu'il allait partir. Mais il n'a pas fui. Posture critique, Mariam Gwabi. Posture critique, Massamba Deba. Ils sont venus le chercher. Parce qu'il serait convoqué par les militaires qui avaient pris le pouvoir après l'assassinat de Mariam Gwabi. Ils l'ont emmené à l'état-major à l'époque. Les témoignages disent qu'ils ont torturé l'ex-président Massamba Deba. Ça, ce sont les témoignages. Mais plus grave, le président Massamba Deba n'a pas de sépulture. C'est le 22 mars, le 23 mars. Je n'ai pas la date exacte. Parce qu'on ne sait pas. On a su seulement qu'il a été passé au petit matin. Où, quand, pourquoi, on ne sait pas. Et pire, il n'a pas de sépulture. Le président Massamba Deba n'a pas de sépulture. Mais tout à l'heure, on parlait de malédiction. Mais est-ce que 48 ans après, la malédiction de ce pays ne vient pas aussi de tous ces actes odieux qui ont été commis? Il n'a pas de sépulture. Alors que ceux qui ont perpétré ces actes odieux, certains sont encore en vie. Diable, pourquoi ils ne peuvent pas, ne serait que dire où se trouvent les restes, passez-moi le terme, du président Massamba Deba. Comme ça, la nation pourra faire son deuil.
Comme ça, nous pourrons peut-être nous réconcilier avec, en fait, ces esprits qui errent. Les esprits de Mariam Gwabi sont en train de errer. L'esprit de Mariam Gwabi erre. L'esprit de Massamba Deba erre. Peut-être même du cardinal Émile Biaïna. Parce que, mes chers compatriotes, tout ceci, ce sont des contentieux historiques. J'en parle très souvent. Oui. Les contentieux historiques, ce sont tous ces actes qui ont été posés et qui continuent à impacter notre vivre ensemble, qui continuent à impacter la vie politique, qui continuent à impacter et qui deviennent même des sources de malédiction de notre pays. Nous en avons conscience. Parce que personne ne pourra échapper à la mort. On passera tous. Mais mieux vaut, une fois devant le Père, avoir la conscience tranquille d'avoir accompli sa mission avec ses forces et ses faiblesses sur terre. Voilà, mes chers compatriotes, ce qu'on pouvait dire sur le président Massamba Deba. Et on terminera, bien entendu, par le capitaine Kimbola Kaya, j'en avais parlé tout à l'heure. Brillant officier, sorti des grandes écoles, Saint-Cyr. Un homme avec un colonne becquerel parce que c'était un homme de gauche. Il est abattu devant sa famille. C'est 18 mars, le même jour qu'on a abattu Mariam Gwabi. Abattu devant sa famille par un officier qu'on est parti, qu'on a demandé d'aller le chercher. Tout simplement parce qu'il fallait trouver des boucs émissaires à ceux-là même qui ont comploté, conspiré pour assassiner Mariam Gwabi. Je ne reviens pas dans les détails. C'était juste pour rappeler aux uns aux autres que cette date de 18 mars, si ceux-là du PCT veulent nous faire oublier cette date, nous n'oublierons pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, coordonnateur du projet commun pour la renaissance du Congo, aujourd'hui, acteur politique, aujourd'hui, conscient de l'état de notre pays, nous pensons que tant que ces contentieux ne seront pas soldés, le Congo ne trouvera pas le chemin pour que la vérité se fasse, la justice, puis la réconciliation. Vérité, justice, réconciliation, en transposant ce qu'a eu à faire les Sud-Africains en Afrique du Sud. Ce n'est que par cette voie que nous pourrons concilier les contraires, que nous pourrons nous réconcilier avec les esprits. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons créer les conditions d'une concorde nationale afin que le progrès, le développement et l'émergence soient possibles dans notre pays. Et en cette date du 18 mars, je pense que les esprits nous habitent, m'habitent, avec celles et ceux qui sont avec moi dans le cadre du projet commun pour la renaissance du Congo, afin de faire en sorte que ce mois de mars soit véritablement le début d'un réel changement dans notre pays et que les Congolais vivent en paix, dans le progrès, paix véritable, dans le progrès et un avenir radieux. Mes chers compatriotes, voilà l'économie de ma chronique d'aujourd'hui. Ce soir pour certains, la journée pour d'autres. Ça, c'est en fonction de là où vous vous trouvez. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux, à nous suivre à travers cette chronique. Je ne peux que vous remercier. Et n'hésitez surtout pas de faire quelques suggestions. Nous y reviendrons. En tout cas, la patrie ou la mort, la lutte continue. Merci.